bien bonjour mesdames, messieurs, bienvenue pour ce panel des Made Days version 2025 avec un débat ou une discussion qui s'annonce passionnante. Je vous rappelle la thématique, c'est libérer le potentiel de l'Afrique avec bien sûr tracer la voie vers la croissance et la durabilité. C'est ce que nous allons essayer d'explorer ici avec les panélistes que vous voyez ici, que je vais vous présenter les uns après les autres. Je commence par vous, cher monsieur. Vous vous appelez Elion Fall, vous êtes Executive Director African Future Institute. Merci d'être présent. Merci aussi à vous, je ne vous ai pas présenté en premier, même si vous êtes la seule femme du panel, excusez-moi d'avance. Vous êtes Latifa Bou Abdellaoui. Hein, j'espère que je n'ai pas déformé votre nom. Et vous êtes chargé du développement et du commerce islamique. On peut dire ça comme ça? Très bien. Ensuite, juste à côté de vous, Moussadek Bali, merci d'être présent également. Vous êtes, vous, président fondateur de Azalai Hotel Group. Et puis, à côté de vous, également, ce cher monsieur qui est le professeur Travis Atkins, qui est président CEO de US African Development Foundation. Merci à tous les quatre d'être présents. Je pense qu'on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet sur la libération du potentiel de l'Afrique. Avant les deux points et ce qui suit, parlons du potentiel de développement de l'Afrique. Alors, on avait cette discussion un peu en backstage, pour ne rien vous cacher, avec quelques-uns des panélistes, pour dire il est temps que l'Afrique se réveille. Depuis le temps qu'on dit que l'Afrique va se réveiller, mais qu'attend-on pour qu'elle se réveille? Et on risque, vous et nous, d'être in fine, quelque part, jugés par les générations qui arrivent derrière nous, en disant oui, vous avez dit pendant des décennies l'Afrique va se réveiller et vous ne l'avez pas réveillée, et donc maintenant c'est à nous de le faire, alors que c'était à vous de le faire. Le développement n'attend pas. Alors, c'est un peu la question, la première réflexion que j'ai envie de faire circuler entre vous. Je vais commencer par vous, on va aller jusqu'au bout, comme ça, si vous voulez bien, monsieur Sall, pour savoir un petit peu quel est votre sentiment sur cette problématique, sur cette façon de voir les choses. Bien, écoutez, merci beaucoup de me donner la parole. Je suis heureux d'être associé à ce panel pour traiter d'un sujet qui me semble important, à savoir la libération du potentiel de l'Afrique. Cette libération, elle est à l'ordre du jour depuis plusieurs décennies. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dès 1963, au moment de la création de ce qui était l'organisation de l'unité africaine, la question de la libération du potentiel économique de l'Afrique était inscrite comme une priorité. Et être indépendant signifiait en premier lieu, ou devait signifier en premier lieu, valoriser le potentiel africain, le potentiel naturel, de ressources naturelles, le potentiel humain et la créativité africaine, de façon à pouvoir participer à la marche du monde, non pas dans une position d'infériorité, dans une position de dominer, mais dans une position d'égale dignité avec tous les autres peuples. C'était cela le contenu de l'indépendance. La question n'a jamais été oubliée et tous les efforts de construction qu'il y a eu jusqu'ici ont visé d'une manière ou d'une autre la problématique du développement. Maintenant, un grand pas avait été franchi en 1980 avec ce qui était appelé le plan d'action de Lagos. Ce plan d'action de Lagos préconisait déjà à cette époque une industrialisation perçue comme un moyen de favoriser les chaînes de valeur. Elle préconisait également la création d'un marché africain. Et il était même question, déjà à cette époque-là, en 1980,
d'un Fonds monétaire africain. Le problème, il est double. Le problème rencontré est double. Il y a d'une part que la conception du développement a changé depuis l'époque. Le développement ne peut plus être ramené simplement à une question de croissance, parce que la croissance n'a pas toujours été inclusive et les pays africains qui ont connu l'effort du taux de croissance les plus élevés n'ont pas été les meilleurs en ce qui concerne l'inclusion de tous les groupes. Il y a eu des disparités qui se sont accrues avec certains modèles de développement qui ont privilégié la croissance simple. L'autre problème, c'est que, on peut se le dire, nous n'avons pas toujours fait preuve de cohérence en tant qu'Africains. Et je reviens à cette affaire du plan de Lagos. En 1980, en avril 1980, les chefs d'État présents à Lagos approuvent ce plan d'action de Lagos. Les mêmes chefs d'État approuvent pendant les réunions d'automne de la Banque mondiale et du Fonds à Washington un rapport signé Elliott Berg qui va jeter les bases des programmes d'ajustement structurel qui vont plomber les économies africaines pendant une vingtaine d'années. Ce sont les mêmes chefs d'État qui ont donc souscrit, approuvé deux documents qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Il y a donc quelque chose qui est de l'ordre de l'incohérence qu'il nous faut adresser. Nous ne pouvons pas conduire deux chevaux en même temps, d'une part accepter un discours qui nous vient de l'extérieur et qui nous assigne à des fonctions secondaires dans l'ordre économique mondial, et de l'autre côté, clamer notre désir de souveraineté. Il nous faut donc faire des choix. Voilà ce que je voudrais dire sur cette question. Merci beaucoup. On va recueillir la réflexion de Madame Abdellaoui, si vous voulez bien, parce que ce qui est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que finalement, c'est le réveil de tous qu'il faut bien sûr urgentiser. Je vais utiliser ce terme un peu barbare, mais de notre côté, il y a aussi eu par le passé, et c'est peut-être toujours le cas dans certains pays, qu'on ne va pas stigmatiser, mais n'empêche, un problème de gouvernance aussi. Merci, M. Mbarki. Moi, je voudrais commencer par remercier METES pour avoir invité l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, à faire partie de cette édition de METES. Et je voudrais aussi que ça nous intéresse énormément parce que l'Afrique est vraiment au cœur des activités et des priorités de l'OCI. Sur 57 pays membres, 27 pays sont africains. Et donc, pour atteindre nos objectifs en termes de promotion du commerce et d'investissement intra-OCI, ça ne peut pas passer sans un effort considérable en Afrique. Maintenant, pour revenir à votre question, l'Afrique doit se réveiller. Moi, je dirais que l'Afrique, il est en train de se réveiller depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de choses qui se font, énormément de projets de développement structurel, d'infrastructures, des investissements colossaux de tous les pays du monde, notamment des pays membres de l'OCI, dans différents secteurs d'activité, les logistiques, les ports, les routes, etc. Maintenant, le constat est que tous ces efforts-là, on ne les voit pas sur la vie des personnes. La pauvreté n'est toujours pas bien adressée dans ce continent. Il y a toujours des problèmes de chômage. Il y a le problème d'immigration dont on a parlé tout à l'heure. Donc tout ça, c'est des choses qui montrent que les efforts que nous menons tous ensemble, à l'OCI, mais aussi au niveau national, avec les autres partenaires, n'ont pas encore donné leur résultat escompté, qui est le développement socio-économique des gens. Il faut que cette croissance, on voit aussi que beaucoup de pays africains enregistrent des taux de croissance très élevés, peut-être parmi les plus élevés dans le monde. Mais qu'en est-il de l'impact sur les populations? Parce que c'est ça, in fine, l'objectif de toute politique économique et commerciale et d'investissement, c'est qu'il y ait un impact au niveau des populations, pour les femmes, les jeunes, les enfants de ces peuples-là. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est
bon, le réveil, bien sûr, il faut continuer de se réveiller et se réveiller beaucoup plus vite et plus rapidement sur ce thème même. Maintenant, il y a des choses qu'il faut faire. Il faut changer de paradigme. Il y a des choses qu'il faut qu'on commence à changer de manière radicale, à mon avis. Et je vais parler du volet investissement et commerce qui me concerne le plus. Par rapport à l'investissement, par exemple, moi je pense que l'Afrique doit changer de paradigme par rapport à la promotion de l'investissement. Il faut cesser de se présenter comme un pays récepteur des investissements avec des ressources humaines abondantes, avec des ressources naturelles abondantes. Ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à il y a quelques... Pour certains pays, peut-être on est toujours dans cette logique. Il faut vraiment se présenter, changer de langage. Et je pense qu'on a le droit et on a aussi la capacité de l'assumer. Se présenter en tant qu'opportunité, solution pour le monde. On est un potentiel d'investissement. Nous sommes une source de création de valeur pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Donc ça, il faut vraiment changer de paradigme par rapport à ça. La deuxième chose, c'est qu'il faut vraiment que quand on part faire la promotion des investissements, bien sûr, tous les investissements sont les bienvenus. Je ne veux pas dire qu'il faut bloquer des investissements, mais il faut qu'on ait cette capacité de choisir nos partenaires, de choisir les secteurs. Également de veiller pour avoir des emplois décents, des emplois durables, avec un impact socio-économique mesurable et dans le long terme. Donc ça, c'est par rapport à la promotion de l'investissement. Autre chose qui, à mon avis, doit changer complètement, c'est par rapport à la promotion de l'Afrique elle-même. Aujourd'hui, les pays sont en train de partir un par un. Or, ce n'est pas possible. On ne peut pas attirer les investissements avec des pays, je ne dis pas petits, il n'y a pas de petits pays, mais des populations qui ne sont pas très nombreuses. Il faut aller faire la promotion de l'investissement en région, en partie de région, et pas individuellement. Parce qu'en partant ensemble, on a beaucoup plus de poids, on a beaucoup plus de pouvoir de négociation et on a aussi beaucoup plus de possibilités d'avoir des impacts. Troisième élément que je voudrais ajouter, c'est que pour faire la promotion de l'investissement et du commerce, parce qu'aujourd'hui, le commerce et l'investissement, c'est deux choses qui vont de pair. On ne peut pas parler de commerce sans investissement. D'ailleurs, pour l'Afrique, il ne faut plus discuter les échanges commerciaux sans que la composante investissement soit dedans. Il faut produire en Afrique et pas seulement importer. Et il ne faut pas que exporter, il faut valoriser avant d'exporter. Donc aujourd'hui, commerce et investissement, c'est aussi des choses qui doivent aller de pair. Donc le troisième point que je voulais ajouter, c'est la chaîne de valeur. Quel que soit le projet d'investissement que je discute avec n'importe quel partenaire, il faut qu'il y ait pour objectif d'installer une chaîne de valeur qui doit partir de chez moi, ou bien que je sois intégré à une chaîne de valeur mondiale. Parce que sans cela, l'investissement va être éphémère. Ils vont venir, ils vont investir, ils vont récolter et puis ils vont partir. Par contre, si je veux les retenir, il faut vraiment que j'exige une composante locale, une chaîne de valeur nationale et bien évidemment au niveau régional également. Et dernier point, pour ne pas monopoliser la parole, c'est la gouvernance. Il y a aussi des efforts à faire en interne pour faire en sorte que tout ça soit possible. C'est la gouvernance, c'est la transparence, c'est le faire appel aux ressources compétentes. Et Dieu sait que les Africains, ils sont vraiment d'une ingéniosité, ils sont dans l'innovation, c'est un peuple travailleur. Donc il faut vraiment se reposer et compter sur les compétences locales. Donc transparence, gouvernance, compétences locales, c'est le quatrième point à mon sens qu'il faut vraiment prendre en considération pour que ce réveil de l'Afrique soit concret et impacte réellement les populations. On aura l'occasion de rentrer davantage dans les détails si vous le voulez bien. Moussaddeq Bali, maintenant. C'est à vous qu'on va donner la parole. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Azalaï Group, c'est un groupe hôtelier. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit depuis des années, de l'Afrique va se réveiller enfin? Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier le Royaume du Maroc et l'Institut Amadeus de m'avoir invité. Comme chaque année, c'est toujours un plaisir de retrouver cette belle ville de Tanger et puis ces belles occasions de networking et d'échange d'idées. Alors, il est vrai que à peu près
Nos États sont assez jeunes puisque la décolonisation date d'environ un peu plus de 6 décennies maintenant. Et nous sommes peut-être partis avec des maladies congénitales, des maladies à la naissance. La première étant bien sûr la fragmentation du marché africain, puisque on a eu l'école de Monrovia qui a pris le dessus sur l'école de Casablanca, n'est-ce pas, mon cher aîné Alioune? Et donc, on est parti en ordre dispersé, comme le disait Madame, et avec 54 États qui ont des petits marchés qui ne sont pas très viables. Donc ça, c'est déjà, je dirais, peut-être la première maladie infantile, la fragmentation du marché africain. On a coutume de dire, oui, c'est vrai, nous sommes un grand continent, même si sur les cartes, on est mal représenté. Mais c'est quand même 30 millions de kilomètres carrés. Nous avons 1,4 milliard d'habitants et bientôt 2,5 milliards. Et nous avons 60% des terres arables. Nous avons toutes les matières premières dont a besoin le monde aujourd'hui pour tourner. Et pourtant, nous sommes donc le continent le plus vaste, le plus doté en ressources naturelles, mais sur lequel vit la population la plus pauvre, malheureusement. C'est vraiment un paradoxe que 65 ans après les indépendances, on n'arrive pas à régler. Alors, je pense qu'on ne doit pas réinventer la roue pour qu'on puisse finalement décoller. Il nous faut effectivement trouver un remède à cette maladie infantile, qui est la fragmentation de nos marchés. Et là, on a une vision, c'est la ZLECAf. Maintenant, il faut qu'elle soit traduite en actes concrets pour arrêter cette fragmentation du marché africain. Ensuite, comme l'a dit Madame, il faut qu'on monte sur la chaîne de valeur. Nous sommes encore, 65 ans après, nous avons encore des économies de type colonial. À savoir, l'Afrique est destinée à produire des matières premières brutes et à les exporter. Et les autres continents sont destinés à les transformer et à nous le revendre en multipliant cette même matière première 10 fois, 15 fois, 20 fois. Et juste un exemple pour être factuel, l'industrie du cacao, c'est un peu moins de 150 milliards de dollars. C'est une industrie de 150 milliards de dollars. Il n'y a même pas 10% qui vont vers la Côte d'Ivoire et le Ghana qui font 60% de la production de cacao. Donc, nous devons arrêter la fragmentation du marché africain, ça c'est la ZLECAf. Nous devons monter dans la chaîne de valeur, mais pour monter dans la chaîne de valeur, il faut tout ce que mes prédécesseurs ont dit, une bonne gouvernance publique, de l'énergie, on n'en a pas. Il y a 600 millions d'Africains qui sont dans le noir, donc on n'a pas d'énergie. Et d'ailleurs, je félicite le Royaume du Maroc pour ce qu'il a fait dans ce domaine, notamment les énergies renouvelables. Il nous faut des infrastructures. Moi, j'ai été pour une réunion à Nouakchott il n'y a pas longtemps, une réunion d'une demi-journée. Et pour aller à Nouakchott et revenir à Bamako, ça m'a pris 3 jours. Parce que le ciel africain, il est fermé, malheureusement. Et on n'a pas suffisamment de connexions aériennes. Donc, il nous faut des infrastructures, des routes, des aéroports, des ports secs, ouvrir le ciel africain, régler le problème de visa entre nous. Moi, j'ai un passeport malien. Je me déplace plus facilement dans l'espace Schengen, 27 pays, que sur mon continent en Afrique. Voilà. Donc, il m'est plus facile d'aller répondre à une réunion d'affaires à Paris parce que je peux prendre le vol le soir même, que par exemple d'aller en Afrique du Sud où je dois attendre un visa pendant 1 semaine, 2 semaines pour aller rencontrer un partenaire sud-africain à Johannesburg à partir de Bamako. Donc des infrastructures, de l'énergie, mais aussi ce potentiel de la jeunesse, parce qu'on est 1,4 milliard, 70% est jeune. Et malheureusement, c'est une jeunesse qui n'a pas de la formation, surtout technique et professionnelle. Et donc on doit investir massivement. Les États africains avaient dit qu'il fallait mettre, je crois 15 ou 20% des budgets dans l'éducation.
malheureusement, ce n'est pas encore le cas. C'est pour ça qu'on voit tous ces jeunes Africains qui essayent d'aller en Europe ou en Amérique du Nord. Donc, M. Barki, pour répondre à votre question, oui, il est temps de se réveiller. Il est temps d'avoir un marché unique africain. Il est temps d'investir dans l'éducation des jeunes. Et il est temps de retenir nos matières premières pour les transformer sur notre continent, pour monter sur l'échelle de valeur. C'est la seule façon pour nous de se réveiller. Sinon, on va encore continuer à extraire du pétrole, de l'or, cultiver du coton, faire tout cela et exporter. Nous allons faire 1000 ans dans ça que nous ne développerons jamais. Et on continuera toujours à parler du continent africain comme le continent du potentiel et non le continent de l'exécution. Merci, merci beaucoup. On voit aussi des chefs d'État et de gouvernement, particulièrement en Occident, qui conditionnent leur intervention, que ce soit pour régler des conflits ou que ce soit pour apporter des investissements, à l'accès aux terres rares, aux minerais. On le voit de plus en plus. Et l'Afrique est directement concernée, puisque les terres africaines est très riche. Je me tourne vers vous, professeur Atkins. Qu'est-ce que vous pensez de cette Afrique d'aujourd'hui qui pourrait être tellement plus développée qu'elle ne l'est? Est-ce que oui ou non, à votre avis, ce sont les pays occidentaux qui finalement empêchent ce développement pour pouvoir continuer à l'exploiter quelque part? Good morning and thank you for the wonderful question, brother. I would associate myself with the brilliance of all of my colleagues on this panel, and I would take your beautiful metaphor and add even more urgency to it, because I think the consequences for being awake but not active are actually worse than the consequences of simply being asleep. Because to be awake only means you're conscious and aware, but that is not action, and it is not a sufficient substitute for action. Right? And so when I listen to the brilliance that you all are sharing, I'm not listening to sleeping people, right? And so the question is, what are the things we need to do? In terms of the specific question that you've posed to me, I think it's powerful, and this is what I came here hoping to share, because I think one of the challenges for us on the continent, historically and into the present, is that we are the possessors of great wealth, but we do not own the wealth, and we are not the recipients of the wealth that we have produced, not only for Europe and America, but not even for ourselves. And so how do we begin to reverse that? The second thing I wanted to share is the danger of dependency, the danger of putting the well-being of your people in the hands of those who don't care about you or who can turn on you in a whim. When you leave your well-being to people who can take you or leave you, at some point you will be taken or you will be left. And so when we look inward towards what we have here on the continent, the things that come to my mind immediately are regional collaboration, regional integration, investment in our women and our youth, which are not small special interest groups, but are the majority populations of our continent. Additionally, from the work that I've been doing over the last few decades, looking at investments in small and medium enterprises, which make up 80 to 90% of businesses globally and also here on the continent. And if that's not the game we're in, I'm not exactly sure how we would expect to get where we want to be. And when you think about the youth bulge that we have and the expectations that those young people have of their leaders, leaders who do not reflect them, leaders who do not look like them, leaders who don't necessarily hold their interests in place. And so you can make a decision whether this is going to be a ticking time bomb or whether we can harness the power and the ingenuity of those youth to lead us into the places that we want to go. Yourself and others have mentioned the challenge of governance and the failure of our governments. And this is, I think, a place where we need to take particular scrutiny
and particular interest, especially to be here in Tangier and to think about the fact that in the modern world, the Mediterranean Sea is the largest mass grave site of Africans in the modern world. And every one of those people who drowned in the Mediterranean was trying to find the life that they couldn't find in their own country, on their own continent. And what we miss, if we only count those who die at sea, is those who died in the desert trying to get to the sea, or those who were dumped off by smugglers before they could get to the desert to get to the sea where they drowned, looking for a better life in the countries, by the way, which have historically extracted and underdeveloped the places that they're coming from in the first place. And so this is a huge blight on us. And how do we begin to turn it around? Now, I am optimistic because, as our brother was saying, it's only been 60 or 70 years, right? My grandmother is older than this, right? And she's made many changes in her life. And so we still have time, but do we have the urgency to take the actions, to make the sacrifices, and to build the kinds of partnerships and collaborations that can take us to the places that we want to go? Thank you so much. Une question que je vais vous poser, et alors vous prenez la parole comme vous le sentez, concerne ce que vient de dire aussi M. Atkins. Faut-il continuer à jouer individuellement ou alors faut-il enfin jouer collectif dans cette Afrique? Vous l'avez effectivement aussi un petit peu abordé. Alors je vais prendre l'exemple du Maroc, parce que nous y sommes. Avec l'initiative atlantique de Sa Majesté le roi Mohammed VI et le développement du port de Dakhla qui doivent bénéficier aux pays du Sahel, aux pays qui n'ont pas donc accès à la mer, pour qu'ils puissent eux aussi se développer grâce à cet accès. Cet exemple-là, même si ça n'est pour l'instant qu'un exemple, est-ce qu'il ne doit pas se développer dans toute l'Afrique pour, encore une fois, jouer collectif? Vous avez parlé de développement régional tout à l'heure. Ben, c'est un exemple très concret. C'est une des clés du développement et du développement durable, selon vous. Je vous laisse prendre la parole comme vous le voulez. Oui, absolument, c'est ça que j'ai dit tantôt. Nous fondons beaucoup d'espoir sur Azlekaf, même si en tant qu'entrepreneur, je trouve que le rythme est extrêmement lent. Je l'ai dit tantôt, je le répète, je ne crois pas en un développement endogène africain, pays par pays, État par État. Ce n'est pas possible. Nos États sont beaucoup trop petits. Des pays ont à peine, il y a des pays africains qui ont à peine 60 000 km². Il y a des pays qui ont 5 millions d'habitants. C'est simplement petit. Quand on prend l'Union européenne, qui a commencé avec une union commerciale autour du charbon et de l'acier, et qui est aujourd'hui devenu le deuxième plus grand marché au monde après celui des États-Unis, c'est parce qu'il y avait cette volonté de dire tout seul, on ne va pas y arriver, mettons-nous ensemble, et on a aujourd'hui l'Union européenne. On n'arrive pas encore à faire cela en Afrique. Comme j'ai dit, on a eu le traité de Yamoussoukro pour libéraliser le ciel africain. Ensuite, il y a eu le traité de l'Union africaine pour libéraliser le ciel africain. Mais vous avez encore des États qui continuent à protéger des compagnies nationales aériennes qui ont 1 ou 2 avions qui sont tout le temps en panne ou qui sont saisis par des créanciers. Du coup, il y a des Africains qui sont obligés de monter en Europe et de redescendre en Afrique. Il faut casser ces barrières entre nous. Il faut que chaque Africain puisse aller dans chacun des 53 autres États sans visa. Il faut que chaque compagnie aérienne puisse aller dans n'importe quel pays africain pour que nous ayons des connexions en abondance et à des tarifs. Vous savez, moi, quand je vais, M. Barki, quand je vais à Abidjan, parce qu'on a un hôtel là-bas, de Bamako à Abidjan, je paye 500 € en économie, même pas en business. Je fais Paris-Barcelone à 60 € avec EasyJet. Alors, tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes-là, quand vous prenez une marchandise, j'ai écouté un homme d'affaires togolais qui dit qu'il exporte des noix de cajou et d'autres produits agricoles togolais. Il est plus facile pour lui de vendre
ses produits en Europe, en Asie, que de vendre au Ghana, alors que la frontière du Ghana est dans la capitale du Togo. Alors tant qu'on n'a pas cassé ces barrières-là, je ne pense pas que ce réveil auquel nous appelons tous sera une réalité dans le futur très proche. Mais ça demande, vous l'avez dit, une volonté politique, comme celle qu'on voit ici au Maroc, avec tout ce que Sa Majesté est en train de faire pour connecter les pays du Sahel au Maroc. Il faut une véritable volonté politique pour décloisonner l'Afrique, en faire un marché unique où les marchandises, les personnes, les biens peuvent circuler librement comme c'est le cas en Europe. Tant qu'il n'y aura pas cette volonté politique, nous resterons encore des pays à économie coloniale, c'est-à-dire extraction, exportation de matières premières non transformées. Allez-y, prenez la parole. Que l'Afrique doive s'unir ne peut faire l'objet d'aucun doute. Il y a un livre qui a été écrit dès 1963 sur cette question. Et c'était par Kwame Nkrumah, Africa Must Unite. Et je crois que le slogan a été repris. Personne n'a jamais remis en cause la nécessité d'une unité africaine. Il y a des raisons économiques pour cela. Nous avons de nombreuses ressources qui sont transfrontalières. Le pétrole, il ne s'arrête pas à la frontière d'un pays. Et si on veut l'exploiter de façon rationnelle, on est bien obligé de conjuguer nos efforts. Il en est de même de notre capital halieutique, ou de notre capital forestier, ou simplement de notre capital foncier. Si nous voulons valoriser nos ressources naturelles de façon rationnelle, nous devons conjuguer nos efforts parce que ces ressources naturelles ne connaissent pas les frontières. Ces frontières, il faut le rappeler, n'ont pas été établies pour les besoins de développement. Elles ont été établies dans une conférence qui s'est tenue à Berlin d'octobre 1884 à février 1885, conférence à laquelle assistaient 16 pays européens. Aucun pays africain n'était à Berlin où l'on a dessiné la carte actuelle de l'Afrique, et ceux qui l'ont dessinée l'ont fait pour les besoins d'administration des territoires qui devaient être organisés en vue du développement de l'Europe, pas en vue du développement de l'Afrique. Donc, dès l'origine, ces frontières étaient antithétiques à l'idée de développement. Elles n'avaient de sens que dans la perspective d'une administration par des puissances coloniales. Si nous voulons sortir de cette logique de Berlin, si nous voulons déberliniser le continent, nous devons commencer par repenser ces frontières héritées de la colonisation, parce qu'encore une fois, elles ne font pas de sens du point de vue des ressources naturelles. Elles ne font pas de sens non plus du point de vue de la valorisation du capital humain, parce que ces frontières nous divisent en francophones, arabophones, lusophones et je ne sais quel autre phone, tout sauf africaphone. Ces frontières nous opposent, nous divisent, alors que nous avons un fond qui nous est commun, un fond culturel, des valeurs qui sont partagées et sur lesquelles nous devons bâtir quelque chose. Et elles ne font pas de sens non plus d'un point de vue politique, parce que nous sommes dans l'ère des grands ensembles, et si l'on veut peser sur le cours du monde dans la gouvernance mondiale, nous ne pourrons le faire que si nous sommes unis et si nous acceptons de faire des concessions de souveraineté pour l'intérêt du plus grand nombre. Comment peut-on expliquer que l'Afrique, avec le poids démographique qui est le sien, n'ait pas voix au chapitre en ce qui concerne les décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies? Il est clair que ça ne fait pas de sens. Et nous ne pourrons changer la situation que si nous nous constituons comme bloc. Mais, et ce sera un peu le caveat, il y a une question qu'il ne faut pas éluder. Unité, à quelle fin? Si c'est pour simplement s'intégrer davantage dans une économie mondiale
qui est une économie de la fragmentation, où les plus forts mangent les plus faibles, je pense que nous aurons perdu une partie de notre âme et une partie de notre humanité. Il faut donc que nous nous posions la question de savoir quel développement nous voulons pour l'Afrique. Que nous ne soyons pas obnubilés par la croissance au point de sacrifier l'humain qui doit être la finalité de tout. Je crois donc que, pour reprendre les termes de Madame, nous avons besoin de proposer au monde un autre paradigme de développement, un autre paradigme dans les relations internationales qui fasse davantage appel à la solidarité, qui fasse davantage appel à ce qu'il y a d'humain en nous. Merci pour cette réflexion. Je me tourne vers vous, Madame Bouabdalaoui, maintenant, parce que ce qui est intéressant, c'est que depuis tout à l'heure, on est en train de dire, ben voilà, il faut que l'Afrique s'unisse, etc. Mais aussi, il y a le monde islamique, quelque part, qui existe aussi, évidemment, en Afrique, et qui est prêt aussi à aider l'Afrique à se développer. La particularité de cette relation, c'est que 50% de nos membres sont africains et 50% de l'Afrique sont des membres de l'OCI. Donc toutes nos actions, nous sommes convaincus que toute action dans cet espace impactera l'Afrique dans sa globalité. Je voudrais, avant de vous parler de l'OCI et ce qu'on fait ensemble pour vraiment faire de ce réveil une réalité, c'est que dans l'intégration dont a parlé si brillamment M. Alioune, il y a un autre facteur qu'il faut vraiment interpeller, c'est le secteur privé africain. Il y a l'ASLECAF, donc c'est un grand pas vers l'unité économique qui a été réalisé sur le plan institutionnel. Maintenant, il faut bien évidemment activer la mise en œuvre, parce que le problème, c'est dans la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est l'harmonisation des normes, c'est l'abolissement carrément des visas pour les Africains, et c'est la mobilité. C'est la mobilité, et donc tous ces chapitres-là ont été discutés dans le cadre de l'ASLECAF. Maintenant, il faut activer la mise en œuvre de cet accord pour en faire vraiment un levier de croissance et de développement. L'autre sujet, c'est le secteur privé. Il faut que le secteur privé africain intervienne et en force. Il faut que l'Afrique investisse en Afrique. Moi, je pense que sans cela, on ne va pas attendre que les autres viennent nous aider à vraiment s'intégrer. Il faut que l'Afrique investisse en Afrique. Et le Maroc, c'est un exemple éloquent en la matière, avec tous les efforts qu'elle a fait en termes d'investissement en Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, le nombre de banques marocaines, le nombre de lignes. Vous avez parlé de la connectivité, de lignes de la RAM en Afrique. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment contribué à ce réveil de l'Afrique et également au développement des investissements marocains et autres dans cette région. Donc ça, c'était juste pour interagir par rapport à la précédente question. Par rapport à l'OCI, donc l'OCI, nous, au niveau du Centre islamique pour le développement du commerce, nous avons développé un concept qui est très simple et qui part d'un constat aussi qui est évident. C'est que nous avons constaté que les flux d'investissement des pays investisseurs de l'OCI partent en grande majorité vers le monde. Et là, je parle essentiellement des pays du Golfe, ce qui sont aujourd'hui devenus de grands investisseurs. Et en même temps, parallèlement, il y a des flux d'investissement qui viennent en Afrique vers les pays de l'Europe, des États-Unis, de l'Inde, de la Chine, en Afrique. Et donc, il y a quelque chose qui ne marche pas dans un esprit de solidarité, mais simplement d'opportunisme ici aussi. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que les autres profitent des opportunités de l'Afrique et en même temps, ils profitent des flux d'investissement des pays de l'OCI. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons comme objectif d'inverser ces tendances et faire en sorte que les investissements des pays de l'OCI vont vers les pays membres de l'OCI, et c'est à travers ça que nous avons élaboré un certain nombre de programmes. Donc pour nous, ce n'est pas juste une solidarité, disons, entre pays, non, c'est des opportunités à saisir de part et d'autre. Pour les investisseurs qui vont aller
vers des marchés beaucoup plus difficiles en termes d'investissement et peut-être moins rémunérants, le reste du monde, alors qu'au Sénégal, au Maroc, dans tous les autres pays africains, les opportunités sont énormes. Et la même chose, pour les Africains, il faut vraiment qu'ils sachent s'adresser et communiquer avec leurs frères des autres pays de l'OCI pour attirer le maximum d'investissements. Donc pour nous, ce n'est pas seulement une question de solidarité. Oui, la solidarité, elle est là, ça fait partie de nos valeurs dans cette organisation et dans tous nos pays, mais aussi c'est une question d'opportunisme et d'opportunité d'investissement et de financement à saisir. Et puis, bien évidemment, il y a la finance islamique aussi dans les pays de l'OCI, sont les banques multilatérales de l'OCI et même les financements. Et c'est un grand bras financier aujourd'hui qui devient de plus en plus développé. Et pas seulement pour les, même c'est pour le reste du monde. C'est une finance aujourd'hui qui devient de plus en plus compétitive et qui se développe beaucoup plus dans les pays hors OCI que dans l'OCI. Donc il y a vraiment beaucoup d'efforts à faire dans ce sens et nous y travaillons avec nos partenaires au niveau des pays, mais aussi les autres institutions de l'OCI, notamment la Banque islamique de développement. Monsieur Sall, tout à l'heure, avait une réflexion très intéressante. Il disait que, effectivement, il y avait cette idée de s'insérer éventuellement dans l'ordre économique mondial, avec tout ce que ça implique, etc. Et que peut-être il faudrait réinventer quelque chose de différent, africaniser l'économie, pourquoi pas. Ce qui est... La question que j'ai envie de vous poser à tous, hein, c'est d'abord ce que vous en pensez, hein, de ce que dit M. Sall, d'une part, et puis surtout de se demander si dans la forme de gouvernance que l'on connaît aujourd'hui en Afrique, c'est pas quelque part une autre forme de colonisation, c'est-à-dire que on attend de l'Occident qu'il investisse dans les pays africains et puis jusqu'ici, et alors Luanda, le sommet Union africaine, Union européenne, c'était jusqu'à hier. Hein. Donc à Luanda, il a été dit que voilà, les prêts, les emprunts des pays africains, les prêts des pays européens devaient se transformer en investissement. Tiens. Au XXIe siècle, on se rend compte que voilà, ça doit changer. Finalement, pour que ces pays arrêtent de s'endetter en permanence, cessent de dépendre, in fine, de ces pays occidentaux qui viennent dicter après leur politique à ces pays-là, est-ce qu'il ne faut pas tirer un trait là-dessus et en finir avec ce syndrome du colon financier maintenant? Je ne sais pas ce que... Oui, allez-y. Oui, je prends la parole avec ma casquette d'investisseur parce que le groupe Azalai Hotels a vu le jour il y a une trentaine d'années au Mali où on a racheté un hôtel étatique et 30 ans après, on est dans une dizaine de pays ouest-africains avec 12 hôtels. Donc, nous, le panafricanisme, on le fait de façon concrète depuis 3 décennies maintenant et on voit effectivement les limites. C'est pour ça que j'ai parlé de décloisonner nos marchés. Je rappelle mon expérience personnelle parce que je suis absolument convaincu que ce réveil que nous souhaitons tous ne peut venir que de nous les Africains. Il faut d'abord que nous les Africains, nous ayons confiance en nous-mêmes. Comme l'a dit Madame, il faut que le secteur privé soit un acteur, le secteur privé africain soit un acteur au lieu d'être un spectateur. Il faut que les capitaux africains qui sont en dehors de l'Afrique, et c'est des milliers de dollars, des milliers de milliards de dollars de capitaux africains qui dorment à New York, à Dubaï, un peu partout, il faut que ces capitaux-là puissent revenir et s'investir sur le continent. Parce que l'attractivité de notre continent comme destination d'investissement ne peut être renforcée que lorsque les autres continents, les Européens, les Américains, les Asiatiques, vont voir que les Africains eux-mêmes ont confiance en leur continent, investissent dans leur continent, rapatrient leurs fonds pour investir dans le continent. C'est à partir de là que les autres seront intéressés. Mais si nous-mêmes, on n'investit pas, si nous-mêmes, on gagne de l'argent ici et notre épargne, on met ça ailleurs, ils ne vont pas venir.
J'ai lu un article récemment à la suite du forum AFIS à Casablanca. L'Afrique, l'épargne africaine, c'est plus de 2000 milliards de dollars. Il faudrait rappeler que le PIB de l'Afrique, c'est 3500 milliards de dollars. C'est à peu près le PIB de la France, malheureusement. Mais on a une épargne de 2000 milliards de dollars, dont uniquement 15% investis sur notre continent. Le plus grand fonds de pension fund de l'Afrique, c'est le PIC sud-africain. Ils n'investissent pas plus de 15% sur le continent africain. Tout le reste est déposé en dehors de l'Afrique. Donc oui, vous avez parfaitement raison, monsieur le modérateur. Il faut que nous soyons des acteurs du développement. Il ne faut plus compter sur ce genre d'accords, transformer la dette en investissement. Ce n'est pas ce qui va amener un réel développement. Mais pour cela, effectivement aussi, il faut qu'on ait une gouvernance publique vertueuse. Voilà, que le nombre de conflits soit réduit, que nos gouvernants soient des serviteurs de nos peuples et de nos pays au lieu de se servir eux-mêmes. Que nous ayons, disons, un cessez-le-feu politique dans nos pays où il y a des élections qui se passent et les gens acceptent les résultats. Il faut un certain nombre de conditions. Il faut réunir un certain nombre de conditions pour que tous ces capitaux africains qui ne sont pas sur le continent reviennent et que la transformation économique s'accélère. Alors moi, je suis un acteur privilégié de cette transformation parce que je suis chef d'entreprise depuis des décennies. Quand je suis revenu de mes études, j'ai commencé à travailler. Je peux vous dire que des champions africains, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, il y a des champions africains dans tous les domaines. La banque, l'assurance, le hospitality, l'industrie, tout. Vous avez aujourd'hui des grands groupes africains, tels que les Dangote, tels que la Tijari Wafa Bank et tout ça, qui sont devenus des acteurs majeurs de l'économie. Et il faut multiplier les Dangote, il faut multiplier les Tijari Wafa Bank, et en ce moment, les autres vont dire « Ah, l'Afrique, finalement, les choses bougent dans le bon sens. » Effectivement. J'aimerais bien avoir le sentiment de du professeur Atkins à propos justement voilà, de cette future façon de se développer, parce qu'on ne peut pas en parler au présent encore malheureusement, mais cette future façon de se développer et en ayant une africanisation du développement quelque part. That's right. I agree 1,000% with the notion of an African paradigm for its own development, right? Because when you look at the Western model, they are actually preaching something that they have not practiced, right? So they did not industrialize simply because they were sleeping under a mosquito net or because they had developed certain techniques for washing their hands or having indoor plumbing, right? These things came through force and violence and exclusion and other types of modalities that we would not promote in today's modern world. And so how could Africa do for Africa in a way that rejects that paradigm, right? And so one of the things, our brother was talking about borders earlier, and he was speaking about historical borders and borders that are on paper. But what I would suggest is that the borders we really need to eliminate now are here in the mind, right? I can understand borders on a continent as vast as Africa, but many of them need to be obliterated. So in the West, there is this notion that there are two Africas. One is sub-Saharan, the other one is MENA, the Middle East and North Africa. The two are separate and shall never meet in between. But in all of my time working in the continent, I've never had somebody introduce themselves to me as a sub-Saharan African, right? This is not a real thing. These are imaginary. And we have the ability to work over them, to obliterate them in terms of their ability to impact our collaboration and so forth. Then you get to the notion of narratives, right? So we know that the wealth of Africa built Europe as an industrialized entity, built the United States as an industrialized entity. So there shouldn't be a question as to whether it could build itself as an industrialized entity. And so when our sister is talking about investment,
then the question is on what terms and to whose benefit? And do we have leadership that can force those terms to be mutually beneficial so that we are not coming out on the short end of the stick? And the last thing I would say is that no one has made more money in Africa than the people who want to convince you that it is not a region worthy of investment. Ouais, c'est vrai que c'est très important. La question que j'ai envie aussi de vous poser, je vais faire le tour, hein, vous prenez la parole vraiment comme ça vous vient, c'est est-ce qu'il ne faut pas commencer par être pris au sérieux aussi? Parce que vous avez évoqué la gouvernance tout à l'heure, les uns les autres, mais c'est vrai que le poids de l'Afrique, malgré sa population, malgré sa jeunesse, malgré son potentiel, malgré son sous-sol, est malheureusement trop rarement prise au sérieux. On l'a vu encore récemment à la COP30 avec voilà, l'Afrique qui n'a pas pu faire peser le poids qui devait être le sien. On l'a vu précédemment à Bakou arracher, pareil, la COP29 cette fois, arracher des financements pour accélérer la transition énergétique, mais ces financements qui n'arrivent jamais dans les caisses. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par être pris au sérieux? Allez-y. Appuyez bien sur le micro. Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller. Allez-y, allez-y. Je pense qu'on revient toujours à l'africanisation de notre modèle économique. C'est pas qu'on n'est pas pris au sérieux, c'est qu'on ne parle pas le même langage et nous-mêmes, on ne se présente pas comme on doit se présenter. Vous avez parlé de la COP. La COP, l'Afrique devrait être traitée de manière très privilégiée parce que c'est l'Afrique qui est la solution du monde pour l'économie verte. Donc, et c'est là où ce n'est pas des aides qu'il faut demander. Il faut vendre notre potentiel d'investissement dans ce domaine. Donc, à partir du moment où on part du principe de demander de l'aide, demander de l'assistance, ça y est, on reste dans ce modèle ancien dont a parlé mon voisin, le modèle colonial. Donc, pour moi, il faut changer de paradigme, toujours. L'Afrique, c'est la solution. Il faut se présenter en tant que solution du monde entier en termes d'environnement, de réduction de carbone. Et donc, ce n'est pas une assistance qu'il faut demander. C'est des investissements réels pour un développement durable, pour des emplois décents. Mais pour ça, c'est nous qui devons changer, en fait. Ce n'est pas le monde. Je pense que l'effort doit être à notre niveau, pas au niveau... Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un changement. Deuxième élément que je voudrais aussi évoquer, quand on fait nos stratégies nationales, etc., on fait des benchmarks avec l'Allemagne, avec tous les pays du monde, alors que ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas les mêmes trajectoires. Et un benchmark à ces pays aussi différents ne peuvent pas donner les mêmes résultats dans notre continent africain. Troisième élément, il faut aussi qu'on cesse de regarder toujours vers le nord. Il y a des modèles extrêmement intéressants et qui ont réussi en silence. Moi, je les connais parce que ce sont des pays membres de l'OCI. Je vous parle de l'Indonésie, de la Malaisie et d'autres pays de l'autre côté, à l'est. Donc, il faut aussi s'inspirer de ces pays-là, le sud, des pays du sud. Et on a beaucoup plus de chances d'avancer dans les benchmarks avec ces pays-là qu'avec des pays du nord avec lesquels les relations sont ce dont on a parlé il y a un instant. Donc, je voulais insister sur ces deux aspects, changer de benchmark, regarder un petit peu vers l'Est et aussi toujours se présenter comme une solution, comme une opportunité pour le monde et pas en position de demander... En position de faiblesse, en position de mendiant quelque part, de mendiant du monde, voilà. Parce qu'on a eu l'habitude ici en Afrique, finalement, qu'on augmente la dette des pays, on nous prêtant de l'argent comme ça, comme si... voilà. C'est un petit peu ce phénomène qu'il faut complètement balayer, c'est-à-dire que... on parlait des benchmarks aussi, d'aller regarder, ça c'est peut-être le syndrome du côlon, parce que c'est forcément mieux quand ça vient du continent européen ou continent américain. C'est tout ça, c'est des mentalités entières qu'il faut faire évoluer. Allez-y. Oui, je crois que il y a un sentiment qui se développe de plus en plus sur ce continent,
c'est celui qui va au-delà du clivage habituel entre afro-optimistes et afro-pessimistes pour prôner l'afro-responsabilité. Personne ne sauvera l'Afrique de ses problèmes. Il appartient aux Africains de trouver des solutions à leurs problèmes. Mais il faut bien se rendre compte que l'Afrique est une construction intellectuelle. Elle n'existe pas. L'Afrique est diverse. L'Afrique, elle est multiple. Il y a une Afrique des guerres, malheureusement. Il y a une Afrique qui émerge et qui bouge. Et lorsque l'on parle de l'Afrique, on oublie qu'il y a aussi des formations sociales qui sont mues par des logiques différentes, des intérêts de classe qui font que certains Africains ont partie liée avec le développement des pays du Nord et ne vivent que de l'exploitation de leur propre pays. Il ne faut donc pas s'emmurer dans une espèce d'idéalisme qui nous ferait croire que nous pouvons, pour le bien, nous pouvons régler nos problèmes sans nous confronter avec nos propres contradictions. Je crois que la connaissance des dynamiques de transformation de nos économies et de nos sociétés est quelque chose d'essentiel. Et là, on a à surmonter nos propres faiblesses. Nous reprenons des concepts qui ont été forgés ailleurs et nous essayons de lire nos réalités à travers ces concepts. Quand j'entends parler, par exemple, du secteur informel en Afrique, je me dis, mais de quoi parle-t-on? Peut-on encore appeler informel un tissu économique qui représente 80% de notre PIB? Comment peut-on l'appeler informel? Comment peut-on l'appeler non structuré? Est-ce que nous ne devrions pas en faire un moteur du développement? Nous sommes piégés par notre langage d'abord et nous sommes piégés par nos concepts. Et je crois que la première révolution qu'il convient de faire se trouve à ce niveau-là. Comment nous définissons-nous? Il y a dans les cahiers d'un retour au pays natal, qui était un livre de Aimé Césaire, il dit « Qui et quels sommes-nous » Voilà la question qu'il pose dans le cahier d'un retour au pays natal. Et il répond « Formidable question ». Il n'apporte pas de réponse. Et je crois que nous devons faire aujourd'hui notre premier défi, eh bien celui-là, celui d'une identité. Comment réconcilie-t-on le projet d'une identité africaine partagée avec la réalité des identités plurielles dont nous sommes tous porteurs? Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se poser cette question, parce que si nous ne la posons pas, nous opérons dans un monde idéal, dans un monde irréel. Après avoir dit ça, je crois qu'il y a la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut moins africaniser l'économie qu'humaniser l'économie. L'économie, et son étymologie le prouve, l'économie a pour vocation de créer de la sécurité. Elle doit créer de la sécurité pour les hommes et les femmes qui sont les producteurs de richesses, qui consomment ces produits et qui se répartissent les fruits de la croissance. La sécurité humaine doit être le but ultime de l'économie et non l'accumulation pour le plaisir de l'accumulation. Et je crois que cette nécessité d'humaniser l'économie, nous devons nous en faire les avocats. Et nous avons pour cela un certain nombre, je crois, d'avantages que nous pouvons mettre en exergue. Nous pouvons proposer une certaine éthique, un certain regard sur le monde. Parce qu'au fond, aujourd'hui, dans le monde où on est, personne ne devrait mourir de faim. Personne. Il y a assez de ressources pour que personne ne meure de faim. Aujourd'hui, on consomme dans certains pays les aliments pour animaux domestiques. On dépense plus pour les aliments pour les animaux domestiques que pour nourrir les populations qui sont affamées par suite de catastrophes naturelles. Le problème n'est donc pas un manque de ressources. Le monde n'est pas pauvre parce qu'il manque de ressources. Il est pauvre parce qu'on a oublié quelle est la finalité de l'économie.
Et je crois que ce combat est un combat qu'il faut mener. Il s'agit donc moins pour moi d'africaniser l'économie que d'humaniser l'économie. Et ce travail n'incombe pas aux seuls Africains, il incombe à tous ceux qui ont de l'humain une certaine conception, une conception dans laquelle on ne sacrifie pas les valeurs à la seule valeur monétaire, où on ne sacrifie pas l'être sur l'autel de l'avoir, où on ne sacrifie pas les raisons de vivre sur l'autel des moyens de vivre. Il ne devrait plus y avoir de telles oppositions. Et je crois que c'est un défi que nous devons nous lancer, mais c'est un défi que l'Afrique doit lancer à l'humanité tout entière. Je me dirigeais encore vers Monsieur Atkins. Je vais vous donner la parole les uns après les autres parce qu'il va falloir conclure, malheureusement, déjà, sur l'idée de se dire, voilà, on ne fait pas de crise identitaire africaine, mais on essaie de développer quand même une africanité, quelque part, de l'économie, pourquoi pas aussi de la finance. On l'a vu avec les agences de notation, par exemple, américaines, qui ont été critiquées particulièrement au Sénégal, encore récemment, avec des fonds africains, pourquoi pas, pour promouvoir le développement de tel ou tel pays. Qu'est-ce que vous en dites? Quelles sont, à votre avis, les clés qu'il faudrait actionner? I would say first and foremost, brother, what I've been trying to preach this whole time that we've been up here, and that is the essential value that Africa brings to the global market, that it always have brought to the global market, how Africa centers itself in its engagements, how all of our partnerships and collaborations must be mutually beneficial, how we can demonstrate to the youth of our countries and our continent that their best interest is our best interest, and that we're talking about them not as actors in the future, but actually part of this present moment. So it has become too cliche that the youth of the future know they're here now. They can cause us problems now, or they can be part of the solution now, and we should act like that is the truth. And I think in a moment like this, again, back to this metaphor of being awake, being conscious, what we're seeing now is that the world is shaking us up, and that all we have is us, which is something that is an African-American saying that we've been using for generations, right? That we're not in a world, at least from the perspective of the West, where the concerns of Africa are in the forefront, where the interests of Africa are in the forefront. And so in the absence of that, which we couldn't always depend upon anyway, what are we going to do, right? How long is South-South collaboration going to be a catchphrase that does not have traction to it, and we're all worse off the longer it takes us to get this train on the tracks? Thank you. Je vous donne la parole à vous aussi, Monsieur Bali. Oui, merci beaucoup. En fait, j'aimerais revenir sur l'intervention d'Alioune. Il est vrai que l'humanité entière n'a pas encore réglé le problème de ruissellement économique. On produit suffisamment pour nourrir les 9 milliards que nous sommes, puisqu'on a un PIB mondial de 130 000 milliards de dollars, et c'est largement suffisant. Mais on n'a pas réglé effectivement le problème du partage de ces 130 000 milliards entre les 9 milliards d'habitants. Et ça, c'est un problème qui se résout effectivement de façon graduelle, et ça prend beaucoup de temps. Même les pays développés ne l'ont pas totalement réglé, parce qu'on voit dans les pays développés des populations très pauvres, et notamment des SDF dans les rues de ces grandes capitales. Mais nous, en Afrique, on doit déjà commencer à produire, puisque sur ces 130 000 milliards, nous ne produisons que 3 500 milliards pour 1,4 milliard. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé depuis ce matin, depuis le début,
de monter sur la chaîne de valeur, parce que c'est quand on monte qu'on peut produire plus que lorsqu'on exporte des matières premières non transformées. En termes de commentaires, pour finir mes propos sur le panel, et je félicite le modérateur pour sa conduite. Oui, il est temps de se réveiller. Tout à l'heure, quand on attendait justement de monter sur scène, j'étais allé chercher un café pour avoir un peu de caféine. Donc, il est temps que l'Afrique prenne un café pour avoir de la caféine, et surtout que le café est produit sur notre continent. Oui, il faut qu'on se réveille, qu'on prenne la caféine et qu'on se mette au travail pour que ce réveil soit une réalité et pour que justement nous ne soyons plus le continent le plus richement doté par Dieu le Tout-Puissant, mais sur lequel vit la population la plus pauvre. Et pour cela, encore une fois, M. Barki, moi je pense que ça commence déjà par une vision politique très claire, par des gouvernants qui sont des serviteurs de leur peuple au lieu d'être des serviteurs d'eux-mêmes et de leur entourage et de leur famille, ce qui est malheureusement souvent le cas. Vous avez posé la question, pourquoi on ne nous prend pas au sérieux? Moi, je pense que pour qu'on nous prenne au sérieux, il faut que nous-mêmes nous soyons sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, on ne vous prend pas au sérieux. Donc, le jour où il y aura une gouvernance vertueuse et cross-Africa dans quasiment tous les pays, il y a des gouvernances vertueuses, mais c'est encore assez rare sur le continent. Je pense qu'on nous prendra au sérieux. Et ensuite, pour le reste, il faut que nous-mêmes, Africains, notamment les chefs d'entreprise, le secteur privé, on investisse, et aussi que nos gouvernants, plus le secteur privé, on investisse dans l'éducation de 70% de la population qui est jeune. Sinon, comme l'a dit mon frère Atkins, on voit ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, en Asie, en Afrique, avec la génération Z. Et vous avez parfaitement raison, si on ne fait pas les choses de façon urgente, je pense que cette bombe génération Z, elle va nous éclater entre les mains. Et vous l'avez dit, le secteur privé a aussi son rôle à jouer, mais ça passe aussi par la confiance, évidemment, puisque le secteur privé a besoin d'avoir confiance avant de se rendre quelque part. Vous avez la parole, chère madame, pour apporter vous aussi votre conclusion. Merci, merci M. Mbarki. Je vous remercie également pour l'excellence de la modération. Et je voudrais dire que je suis vraiment très satisfaite de ce débat extrêmement franc, profond, et je pense qu'il ne peut que contribuer à aller de l'avant. Par rapport à l'Afrique, moi je dirais que l'Afrique est en train de se réveiller. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'on attend, mais il est en train de se réveiller. Maintenant, il faut que ce réveil en cours s'active et s'accélère. Je voudrais aussi dire que c'est la responsabilité de tous. L'accélération du réveil de l'Afrique, c'est la responsabilité des politiques, du secteur privé, des jeunes, des femmes aussi entrepreneuses, des agences de développement régional, les banques régionales, des investisseurs de la diaspora africaine, qui est très puissante à l'extérieur, des médias également. Donc il faudrait vraiment l'effort de tous pour cette accélération du réveil de l'Afrique. Et je voudrais aussi qu'on cesse de dire l'Afrique, c'est demain, c'est l'avenir de demain. L'Afrique, c'est aujourd'hui. Et si l'Afrique n'est pas aujourd'hui, il ne sera pas là demain. Donc pour moi, c'est l'Afrique, c'est maintenant, et elle est en cours de réveil. Il faut juste accélérer, et aussi l'implication de tous. Et je partage parfaitement ce qui a été dit par mon voisin sur les impératifs de l'accélération du réveil de l'Afrique. Oui, j'ai vu le geste de M. Atkins quand vous avez dit l'Afrique, le réveil c'est maintenant. Effectivement. Monsieur Sall, vous avez le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que il y a un écrivain, un historien burkinabé qui n'est plus de ce monde, qui s'appelait Joseph Kizerbo, et qui avait une très belle formule. Il disait « Le développement clé en main n'existe pas. Ce qui existe, c'est le développement clé en tête. » La clé du développement se trouve dans les têtes rassemblées ici. Elle n'est pas ailleurs. Copier les modèles ne donnera rien, et faire de la trajectoire suivie par les autres dans le passé
la voie de l'avenir mène à des impasses. Ce n'est pas le passé des autres qui peut nous servir d'avenir. Il nous faut donc oser penser notre propre développement dans nos propres termes. Le deuxième élément, c'est que penser ne suffit pas. Penser n'a de sens que si l'on peut faire partager les points de vue, les idées que l'on développe, etc. et susciter chez les autres l'envie d'échanger et la confiance en les capacités que nous avons de changer le monde. Et troisième élément, il nous faut agir, et agir avec cohérence et dans la durée. Les racines du mal dont nous sommes victimes sont profondément ancrées dans l'histoire. Et ce n'est donc pas du jour au lendemain que nous allons extirper les racines du mal. Il faut donc inscrire l'action dans la durée et faire preuve de cohérence. Qu'il s'agisse donc de penser ou de parler ou d'agir, il nous faut de l'audace. Alors j'invite donc chacun d'entre nous ici à faire preuve d'audace, à oser imaginer, à oser quelquefois aller à contre-courant des idées dominantes. Parce que je suis toujours très intéressé de voir combien on parle de la Corée comme d'un modèle de réussite, etc., etc. Mais je ne connais aucun pays qui se soit développé en appliquant les recettes orthodoxes venues des institutions de Bretton Woods ou d'ailleurs. Tous les pays qui se sont développés ont ramé à un moment à contre-courant des idées dominantes et ont fait donc preuve d'audace et d'innovation. Et je nous appelle à faire preuve d'audace et à être hétérodoxe le plus souvent, autant que possible. Merci beaucoup. C'était le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette conversation, on va appeler ça comme ça, et qu'on va d'ailleurs poursuivre juste après, peut-être même avec les uns et les autres qui sont présents ici. Merci pour d'ailleurs votre présence. Et puis voilà, place à l'autre panel qui va venir nous remplacer. Et encore une fois, merci aussi pour votre franchise. Parce que c'est vrai que voilà, utiliser la langue de bois, c'est facile, mais quand il faut dire les choses, ça l'est moins. Et aujourd'hui, vous l'avez fait. Merci encore.